Et si le plus grand vol de l'histoire ne s'était jamais caché? Oubliez le cambrioleur encagoulé, tapi dans la nuit. Le vrai hold-up du Burkina Faso s'est déroulé à visage découvert, sous prétexte de partenariat international, avec des hommes en costume. Il ne s'agissait pas de revolvers, mais de contrats, de sourires, de poignées de main soigneusement orchestrées pour masquer la réalité du pillage. Durant plus de 6 décennies, la richesse du pays s'est évaporée, habilement dissimulée derrière de faux accords et de belles promesses. À chaque signature, à chaque visite officielle, le peuple burkinabé se retrouvait un peu plus dépossédé, tandis que la pauvreté s'enracinait et que la dépendance s'installait. Imaginez une salle de conférence brillante, des traducteurs murmurant dans l'oreillette, des journalistes prenant des notes, et derrière ces apparences, un balai d'intérêts où chaque décision scelle le sort du pays. Pendant ce temps, dans les villages, des familles entières peinent à se nourrir, alors même que sous leurs pieds dorment des tonnes de richesses inexploitées ou détournées. Puis un jour, tout bascule. Surgit un héros inattendu, Ibrahim Traoré. Jeune, déterminé, il ne porte pas d'armes. Il brandit un simple dossier jaune, un document explosif qui expose, preuves à l'appui, la mécanique du pillage. La vérité, nue, éclate au grand jour, sans détour ni filtre. Chaque page du dossier est une charge contre l'ordre établi. Les contrats, les sommes, les responsables, tout est là. Impossible désormais de détourner les yeux ou de minimiser l'ampleur du scandale. Le choc est total, la colère monte, et l'espoir renaît dans la tourmente. Le peuple se réveille, bousculé par cette révélation. Les fondations d'un système mondial vacillent, ébranlées par la force d'une vérité trop longtemps étouffée. L'illusion des aides vole en éclats, dévoilant la réalité d'un pays spolié. Car si le silence persiste, la misère triomphe, la résignation s'installe. Mais si la lumière jaillit, tout devient possible. La justice, la dignité retrouvée, l'invention d'un avenir libre. Pour chaque nation ayant subi l'exploitation, ce moment de révélation est une chance unique de tout recommencer. Comment le Burkina Faso en est-il arrivé là? Pour mesurer l'ampleur du scandale, il faut remonter à la source, l'histoire secrète des contrats et la naissance du dossier qui menace aujourd'hui un système entier. Ce n'est pas une histoire isolée. Dans tous les continents, du Congo à l'Indonésie, des mécanismes comparables ont été mis en place pour dépouiller les peuples de leurs ressources. Mais pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir en arrière. Qui tirait réellement les ficelles, et comment le piège s'est-il refermé sur tout un peuple? Pourquoi le monde a-t-il choisi d'effacer le Burkina Faso de sa mémoire? Pourquoi ce pays, logé au centre de l'Afrique de l'Ouest, ne rime-t-il que trop souvent avec pauvreté, instabilité, oubli? Cette image n'est pas née d'un malentendu ou d'un simple désintérêt. Elle a été soigneusement façonnée, propagée, répétée, jusqu'à éroder la fierté de ses propres enfants. Dès les premiers jours de l'indépendance, le Burkina Faso fut présenté comme une terre condamnée à l'échec. On affirmait que son peuple était résigné, incapable de conquérir la modernité. Mais derrière ces discours humiliants, une réalité plus glaçante se tramait en coulisses. Au nom du développement, des multinationales et des puissances étrangères se sont précipitées, proposant des partenariats en apparence généreux. Dans le secret de bureaux climatisés, loin du regard des citoyens, furent signés des accords permettant l'extraction massive de ressources, or, manganèse, zinc et bien plus encore. Le peuple burkinabé, lui, ne recevait que des miettes, tandis que des fortunes entières filaient hors du pays. Prenons par exemple la mine d'or d'Essakane, exploitée depuis plus de 20 années. Officiellement, le partenariat devait profiter à la nation. Mais une analyse minutieuse du dossier jaune révèle que moins de 3% des revenus générés par la mine revenaient effectivement au Burkina Faso. Le reste allait à des actionnaires étrangers et à des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux. Ce pillage n'était pas improvisé. Il reposait sur un système complexe d'accords secrets, consolidés par la complicité de certaines élites locales prêtes à tout pour préserver leur pouvoir. La vraie richesse du Burkina Faso était camouflée sous de faux rapports, des statistiques trafiquées et un récit médiatique international qui ne parlait jamais que de misère. Pour donner un autre exemple, en 2012, un rapport confidentiel du FMI détaillait que sur les 17 principales sociétés minières opérant au Burkina Faso,
14 bénéficiaient de clauses d'exonération d'impôts quasi totales. Résultat, alors que l'extraction minière battait son plein, les recettes fiscales stagnaient ou reculaient. Cela rappelle étrangement ce qui s'est produit au Chili dans les années 70, lorsque les compagnies étrangères contrôlaient la quasi-totalité du cuivre, privant l'État chilien de ses ressources. Mais dans l'ombre, loin des projecteurs, l'histoire prenait un autre tournant. Une résistance s'éveillait, discrète mais déterminée. Pas de grande révolte, mais des échanges murmurés dans les marchés, des réunions au fond des écoles, des gestes courageux dans le silence des nuits. Cette contestation prenait racine chez des individus souvent invisibles, poussés par la honte, la colère ou l'amour. Parmi eux, Aïcha Dembélé, une ancienne institutrice, silhouette discrète mais inflexible. Elle portait en elle la mémoire de son frère, militant des droits humains, disparu après avoir dénoncé les magouilles autour des mines du pays. Le sacrifice de cet homme hantait désormais ses pas, donnant à sa lutte une dimension intime. Pour Aïcha, il ne s'agissait plus seulement de justice, mais d'un devoir de mémoire, d'une fidélité viscérale envers son peuple et sa famille. Ainsi naissait une résistance silencieuse, tissée de solidarité, de courage et de vérité à demi-mot. Refuser d'affronter ce passé, c'était accepter l'idée que d'autres peuples, ailleurs, subiraient la même injustice, et que la dignité pouvait être sacrifiée sur l'autel de l'ignorance. Dans les campagnes, la rumeur du scandale se propageait par le bouche à oreille. À Waiguya, un vieux forgeron montrait à ses petits-enfants une pépite d'or, expliquant qu'autrefois, ce métal servait à construire des écoles et des dispensaires. Désormais, il n'en restait que des trous béants dans la terre et des villages désertés par la jeunesse, partie tenter sa chance à l'étranger. Pourtant, sous la surface, la colère montait. Les voix s'agrégeaient, prêtes à mettre au jour un scandale assez puissant pour fissurer les fondations du pouvoir. Un événement allait tout bouleverser, révélant l'ampleur du pillage, la découverte du mystérieux dossier jaune. La circulation de ce dossier allait marquer un point de non-retour. Pour la première fois, la vérité sur les accords secrets et la richesse dissimulée du pays devenait impossible à ignorer. Un simple dossier peut-il vraiment renverser des empires? Peut-il briser des décennies d'injustice et exposer ceux qui se croyaient invulnérables? L'histoire regorge de précédents. On se souvient du Watergate aux États-Unis, où quelques documents secrets firent tomber un président. Au Burkina Faso, ce dossier jaune a la même puissance explosive. La vérité n'a pas éclaté dans l'ombre, mais sous la lumière éclatante des lustres de l'hôtel le plus prestigieux de Ouagadougou. Dans cette salle tendue, Ibrahim Traoré et Aïcha Dembélé font face aux représentants des plus puissantes compagnies minières de la planète. Les regards se croisent, les visages restent impassibles, mais l'atmosphère est électrique. Dans leurs mains, le fameux dossier jaune. Ce n'est plus un simple tas de papier, c'est une déflagration prête à pulvériser l'ordre établi. Page après page, les preuves s'accumulent. Des accords secrets, signés il y a plus de 30 années, dévoilent un système de spoliation minutieusement organisé. Des acteurs locaux et étrangers ont tissé une toile de complicité, orchestrant un pillage méthodique. Tout est là, nom, signature, date, montant. Impossible de nier. Plus de 100 tonnes d'or ont été extraites du sol burkinabé. Des milliards de francs se sont volatilisés, expédiés vers des paradis fiscaux. Au final, moins de 2% des richesses sont revenues au pays. Le reste s'est dissous dans un labyrinthe de contrats frauduleux. C'est un séisme. Dans la salle, derrière la façade de calme, la panique commence à poindre. Ceux qui imposaient jadis les règles réalisent qu'ils ne contrôlent plus le récit. L'ordre du jour vole en éclats. Suspension immédiate des contrats, saisie urgente des actifs des multinationales, ouverture d'une enquête publique sur les responsabilités de chacun. La nouvelle franchit les murs, propageant la stupeur à travers tout le Burkina Faso. À Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, dans les villages et jusque dans les mines, l'effervescence gagne la population. Pour la première fois, les Burkinabés mesurent l'ampleur du vol et pressentent la possibilité d'un véritable changement. Mais l'onde de choc s'étend au-delà des frontières. À l'international, c'est la sidération. Les marchés s'affolent,
Les chancelleries s'inquiètent. La presse mondiale, d'abord incrédule, comprend que le Burkina Faso vient de tracer une ligne rouge. Le risque est immense. Si la confrontation échoue, le pays s'expose à d'implacables représailles économiques, à l'isolement diplomatique, ou même à l'écrasement du mouvement populaire. Pourtant, pour Ibrahim Traoré et son peuple, il n'est plus question de reculer. La dignité retrouvée l'emporte désormais sur la peur. Dans ce moment suspendu, chaque décision peut tout faire basculer. Resteront-ils les pionniers d'une Afrique debout, ou paieront-ils le prix fort d'avoir défié l'ordre mondial? Mais la tempête ne fait que commencer, car les forces opposées s'organisent déjà dans l'ombre. Le sort du pays, et peut-être de tout un continent, se joue dans les heures qui suivent. Ce soulèvement peut-il vraiment changer l'Afrique, ou n'est-ce qu'une étincelle destinée à s'éteindre? Le débat agite analystes, présidents et citoyens ordinaires, partout sur le globe. Ce qui se joue dépasse de loin le seul Burkina Faso. C'est tout l'ordre économique d'un continent qui vacille, sous l'œil inquiet ou fasciné du monde. La communauté internationale se fracture. Des voix puissantes, en Afrique comme en Amérique latine, saluent le courage d'Ibrahim Traoré et le choix du Burkina Faso de réclamer la maîtrise de ses ressources. D'autres, surtout parmi les puissances occidentales, dénoncent une aventure nationaliste, menaçant la stabilité de la région et remettant en cause des décennies de contrats miniers. Sur les marchés mondiaux, la secousse est immédiate. Les places boursières européennes et nord-américaines enregistrent des chutes spectaculaires pour les géants du secteur minier. Les sanctions économiques et les pressions diplomatiques pleuvent sur Ouagadougou. Pourtant, dans les rues de Bamako, de Kinshasa ou d'Abidjan, des foules brandissent des drapeaux burkinabais et réclament la revalorisation des richesses africaines. Face à cette onde de choc, l'interrogation traverse toute l'Afrique. Et si le courage du Burkina Faso était contagieux? Déjà, au Sénégal, au Niger, en Guinée, jusqu'en République démocratique du Congo, des mouvements citoyens exigent l'audit de tous les contrats miniers signés depuis l'indépendance. Le rêve d'une souveraineté retrouvée gagne du terrain. Pour illustrer ce phénomène, souvenons-nous de la nationalisation du pétrole au Venezuela dans les années 70. La décision du président Carlos Andrés Pérez avait déclenché une vague d'émulation en Amérique latine, où de nombreux pays avaient suivi l'exemple. Aujourd'hui, la même dynamique semble s'installer en Afrique. Mais la route vers la liberté reste semée d'embûches. 3 scénarios émergent pour l'an 2025. Le premier, résolument optimiste, imagine un Burkina Faso transformé. Retour des exilés, relance de l'éducation, infrastructures modernes, et un peuple qui retrouve une dignité perdue depuis des décennies. Les investissements africains affluent, l'État réforme la gestion minière avec transparence, et le pays devient le symbole d'une renaissance continentale. Dans ce scénario, on voit naître de nouveaux établissements scolaires. Des bourses d'études sont créées pour former une génération de géologues, ingénieurs et juristes capables de défendre les intérêts du pays. Les villages sont dotés d'électricité grâce aux revenus miniers, et le secteur privé local prend son envol, inspiré par le modèle rwandais de transformation post-génocide. Le deuxième scénario, plus prudent, décrit une avancée difficile. Les sanctions freinent l'économie, la méfiance des investisseurs pèse, et les pénuries font vaciller les promesses. Pourtant, porté par l'élan populaire et la solidarité africaine, le pays tient bon, arpente son propre chemin entre fierté retrouvée et réalité des difficultés. Dans cette perspective, le Burkina Faso doit s'appuyer sur ses voisins. Un exemple frappant. Le Zimbabwe, qui après avoir nationalisé ses terres agricoles, a traversé une décennie de crise avant de stabiliser son économie grâce à la coopération régionale. Le Burkina Faso pourrait suivre cette voie en misant sur l'intégration ouest-africaine et le développement de filières agricoles et artisanales pour amortir le choc. Enfin, le spectre d'un effondrement plane. Si les tensions internes explosent, si la pression extérieure devient insupportable, le Burkina Faso risque de s'enfoncer dans l'isolement. Capitaux en fuite, contestations internes, désillusions amères. Le rêve pourrait s'effondrer, brisant l'élan d'une génération entière. Ce scénario rappelle la tragédie de la Grèce après la crise de 2010,
où l'austérité imposée de l'extérieur a sapé la cohésion sociale et provoqué une fuite massive des cerveaux. Le risque serait de voir le Burkina Faso perdre ses meilleures forces vives et sombrer dans un cycle de pauvreté aggravé. Pourtant, l'histoire n'est pas encore écrite. Jour après jour, de petites victoires s'accumulent. Réouverture d'écoles, retour d'exilés, jeunesse qui relève la tête. La réhabilitation des routes, la construction d'hôpitaux, l'émergence d'une presse indépendante témoignent d'une volonté de résister, malgré la tempête. Des comités de vigilance se mettent en place dans chaque province, surveillant la transparence des nouveaux contrats. Des plateformes citoyennes proposent des audits participatifs accessibles à tous. Le tissu associatif se renforce et la diaspora burkinabé, forte de plusieurs millions de membres, joue un rôle croissant dans le financement des infrastructures. Pour l'Afrique, l'enjeu est immense. Si le Burkina Faso tient, il sera le pionnier d'une ère inédite de souveraineté et de dignité. Si la pression l'emporte, l'espoir né de cette lutte pourrait s'éteindre pour de longues années. Tous les regards se braquent sur Ouagadougou, où chaque décision résonne à l'échelle du continent. Au final, que retiendra-t-on de cette lutte? Le Burkina Faso n'est plus un simple spectateur de son histoire. Il incarne désormais le miroir des aspirations africaines et le signal d'un réveil irréversible. Mais dans l'ombre des négociations et des discours officiels, d'autres forces s'activent. Un nouveau front va bientôt s'ouvrir, plus discret et potentiellement explosif. Le vrai bouleversement commence toujours par un refus. Dire non, c'est difficile, parfois terrifiant, mais c'est la clé de toute transformation profonde. Au Burkina Faso, ce non a jailli du cœur d'un peuple entier, uni par la soif de vérité et la promesse d'un futur arraché à la fatalité. La force du peuple burkinabé ne vient plus de simples slogans. Elle puise aujourd'hui dans la lucidité, l'histoire et surtout dans la révélation de faits irréfutables. Le fameux dossier jaune, bourré de preuves, a ouvert les yeux de tous. Chaque citoyen, découvrant l'étendue du pillage, a vu son indignation se métamorphoser en action. Résister ne se limite plus aux rues. La lutte s'enracine dans chaque esprit qui refuse d'avaler les mensonges, dans chaque main qui brandit une pièce à conviction. Les chiffres, les dates, les noms. Voilà les armes qui fissurent les vieux remparts de l'injustice. Mais la mémoire est l'alliée la plus précieuse. Le Burkina Faso n'a pas le droit d'oublier ceux qui ont osé exposer la vérité, parfois au prix du sang. L'histoire d'Aïcha Dembélé et de son frère disparu, ou le courage d'Ibrahim Traoré, sont devenus un héritage partagé, une braise qui refuse de s'éteindre. La vigilance doit rester la règle. Il ne suffit pas de dévoiler un scandale. Il faut surveiller sans relâche, auditer sans peur, interroger chaque décision. Désormais, le peuple exige des comptes, non seulement aux puissants du pays, mais aussi aux empires étrangers qui, dans l'ombre, tiraient à les ficelles. L'exemple de l'Islande, qui a mis en place après la crise de 2008 des assemblées citoyennes pour rédiger une nouvelle constitution, montre que la mobilisation continue peut transformer la société sur le long terme. Le Burkina Faso peut s'inspirer de telles initiatives pour garantir que le changement ne soit pas éphémère. L'espoir n'appartient pas à quelques privilégiés. Il est à portée de toute nation décidée à regarder la vérité en face. Reprendre son destin commence par ce courage-là. Ne plus détourner les yeux, affronter la réalité et la transformer en moteur de changement. Mais gare à l'oubli. Sans compréhension ni action, le cycle de l'exploitation se répétera, brisant chaque volonté, broyant chaque rêve. L'histoire du Burkina Faso n'est pas une exception. Elle interpelle toute nation tentée de croire que la justice est hors de portée. Mais que faire de cette vérité, une fois révélée? C'est là que commence le combat le plus redoutable, celui qui exige la ténacité de tout un peuple. Levez le voile. L'histoire ne bascule que lorsqu'on ose l'écrire à plusieurs mains. Pour y parvenir, plusieurs étapes concrètes s'imposent. Premièrement, l'éducation civique doit devenir une priorité, pour permettre à chaque citoyen de comprendre les enjeux économiques et de défendre ses droits. Deuxièmement, la création d'organismes indépendants de contrôle des ressources permet d'assurer la transparence à long terme. Troisièmement, l'ouverture à la coopération Sud-Sud,
à l'image de ce que font les pays du BRICS, offre des alternatives aux partenariats déséquilibrés. Ce que le Burkina Faso vient de dévoiler au monde est bien plus qu'une question de contrat ou de chiffres. C'est une bataille pour la justice la plus essentielle. Durant plus de 3 décennies, des fortunes entières ont été arrachées à son peuple, avec la complicité silencieuse des puissants. Mais il n'a suffi que d'un dossier, d'un geste de courage, et d'un peuple prêt à se tenir debout pour fissurer un système qu'on croyait inébranlable. La vigilance n'est pas un privilège, c'est une urgence vitale. La justice ne s'offre pas en héritage. Elle s'arrache, se protège et surtout, se partage. L'histoire d'Ibrahim Traoré et d'Aïcha Dembélé nous montre que la connaissance, dès qu'elle éclaire le mensonge, devient l'arme première des peuples qui veulent rester libres. Refuser de voir, c'est accepter de porter les chaînes. S'abstenir d'agir, c'est offrir son avenir à d'autres, c'est laisser l'injustice régner sans résistance. N'oublions jamais cette leçon. La dignité ne se reçoit pas, elle se conquiert, au prix du courage et de la lucidité. Chaque vérité arrachée à l'ombre rapproche l'Afrique d'une souveraineté nouvelle. Ce réveil n'appartient à aucun héros solitaire, ni à un seul pays. Chacun de nous détient un fragment du combat. S'informer, s'indigner, soutenir les voix qui osent défier l'ordre établi, partout où nous sommes. Les peuples qui s'arment de vérité deviennent impossibles à arrêter. Aujourd'hui, le Burkina Faso en donne la preuve. Mais demain, quels autres peuples oseront briser le silence? Ce combat nous concerne tous. Tolérer l'injustice, c'est condamner notre propre avenir. La connaissance, voilà le premier rempart. La solidarité, la clé qui ouvre toutes les portes. Ce dossier jaune, confié à une professeure à la retraite et à un jeune chef d'État, rappelle que l'histoire bascule parfois grâce à ceux qui refusent de détourner le regard. La lumière n'apparaît que si nous sommes nombreux à la réclamer. Notre vigilance commune reste notre meilleure défense. Ne laissons pas la poussière recouvrir ces vérités à peine révélées. Ce qui s'est déclenché au Burkina Faso pourrait bien tracer une route nouvelle pour tout un continent, et plus loin encore. Mais ce n'est pas une fin. C'est un commencement, celui d'une marche pour la justice, la responsabilité et la conscience collective. La flamme qui vient de s'allumer au Burkina Faso